Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous recevons ici au groupe Évasion, dans son premier numéro, le numéro de l'émission Groupe 1, Monsieur Ismaël Condé. Monsieur Ismaël Condé est professeur de sociologie. Il est arrivé à l'université de Conakry où il s'inscrit en faculté de sciences sociales, option histoire-sociologie. Monsieur Ismaël Condé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ici au groupe Évasion. On va parler d'un certain nombre de problèmes, des problèmes d'éducation. Vous êtes éducateur de formation, des problèmes de politique. Vous avez un parti politique, des problèmes d'ordre généraux concernant notre pays, la République de Guinée, parce que à plusieurs niveaux de la nation, vous avez occupé des postes de responsabilité par le passé. Et aujourd'hui, Dieu merci, à vous voir. On ne peut pas penser que vous venez à peine de fêter votre 70e anniversaire parce que vous êtes né le 2 mai 1943 et vous supportez allègrement ou alors, je dirais, parfaitement vos 70 ans. Merci bien, monsieur le journaliste. C'est très gentil. Et pour cette interview, je vous répète une autre fois encore ma disponibilité entière. Et je ne sais pas par quelle question vous voulez que nous commencions. Monsieur Ismaël Condé, comme tout bon produit de l'université guinéenne, parce qu'en fait, n'oublions pas de dire que vous êtes un pur produit de l'éducation, un pur produit de l'université guinéenne, comme beaucoup de hauts cadres de ce pays, et puisque nous sommes au mois de mai, nous allons parler d'abord en tant que politicien, parce que vous avez un parti politique, le PDG, qui n'est pas l'autre PDG, si je pense bien. Alors, nous allons parler d'abord du PDG original qui est né en 1947, le 14 mai 1947. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Avant de répondre directement à cette question, je voudrais vous confirmer dans votre affirmation que je suis un pur produit de l'école guinéenne. En effet, aussi bien pour mes études primaires que mes études secondaires, mes études de troisième cycle et mes études universitaires, je ne suis pas sorti du pays. J'ai fait toutes ces études en Guinée et exclusivement en Guinée. Bien entendu, j'ai accompli des missions à l'étranger qui étaient des occasions pour moi d'avoir une plus grande ouverture sur le monde, mais à partir de ce que je suis. Donc je voudrais commencer par confirmer cette idée qui me semble importante à souligner aujourd'hui, à savoir, comme vous l'avez dit, je suis un pur produit de l'éducation guinéenne, un pur produit de la révolution conduite par le PDG sous l'égide du président Ahmed Sékou Touré. Donc pour en venir au PDG, il faut que je précise que mon parti n'est pas le PDG de maintenant, et mon parti s'appelle PRPAG, Parti de la Révolution Populaire Africaine de Guinée. À tort ou à raison, nous pensons être l'héritier, le continuateur, je dis bien le, article défini, le continuateur de l'œuvre du président Ahmed Sékou Touré ou de la révolution. Mais naturellement, c'est le PDG, Parti démocratique de Guinée, qui a commencé par être une section du Rassemblement démocratique africain, le RDA, créé en 1946 à Bamako. C'est donc le PDG qui est l'artisan de l'indépendance guinéenne et de ce que nous pensons au Père Pag être le plus grand héritage de la révolution guinéenne, à savoir l'unité nationale. Le PDG est effectivement créé le 14 mai 1947 à Conakry ici. Nous devons donc retenir la date du 14 mai comme une grande date pour l'œuvre que le PDG a accomplie, l'œuvre de la libération de la Guinée et de la libération, peut-être par voie indirecte, par voie de conséquence, de l'Afrique. Donc le 14 mai est effectivement une grande date que le peuple de Guinée devrait pouvoir, dans les conditions normales, fêter pour rendre hommage à ceux qui, au sein du PDG,
ont eu l'esprit de sacrifice nécessaire pour résister à la colonisation, pour combattre la colonisation et nous affranchir des chaînes de l'esclavage colonial. Nous affranchir des chaînes de l'esclavage colonial, c'est bien dit. Alors, les hommes qui ont œuvré dans ce PDG, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous aujourd'hui et que le 14 mai passe comme ça, comme un jour oublié? Ben, que le 14 mai soit aujourd'hui comme un jour oublié, c'est dans la logique des choses. Le 3 avril 1984, il y a eu le coup d'État. Et comme j'ai coutume de le dire, on ne fait pas un coup d'État pour encenser le régime contre lequel on a fait le coup d'État. Le coup d'État est fait pour discréditer, pour diffamer le régime qui est la victime du coup d'État. C'est une logique universelle. Donc, Monsieur Condé, vous êtes un professeur d'histoire et de sociologie, donc je ne vais pas hésiter de vous poser certaines questions. L'histoire de la libération de la Guinée n'a pas commencé le 3 avril. Non, mais le 3 avril, ce n'est pas la libération de la Guinée. Le 3 avril, c'est le retour de la Guinée, à mon humble avis, dans le giron néocolonialiste. Et pourquoi? Pourquoi? Il faut prendre les déclarations du 3 avril 84. 3 avril, les déclarations, c'était de dire que la révolution a été une descente aux enfers. Donc, la liberté, la jouissance de la dignité, la jouissance de la liberté pour les auteurs du coup d'État militaire du 3 avril et ceux qui les ont approuvés, la jouissance de la dignité, de la liberté, en un mot, la grandeur du pays, c'était la descente aux enfers. Bon, donc, la descente aux enfers, qu'en pensez-vous? Ce sont des histoires. C'est maintenant que nous vivons l'enfer. Je pense peut-être que vous étiez, comme vous êtes plus jeune que moi, mais en 84, vous saviez qu'en Guinée ici, on ne se situait pas les uns par rapport aux autres en termes ethniques. Ça avait été totalement effacé, ça avait été totalement banni des rapports entre les Guinéens. Nous nous apprécions par autres critères que les critères très accidentels, très superficiels, très accidentels, très hasardeux du lieu de naissance, du patronyme. Et je trouve que ce sont des choses contingentes parce que personne n'a choisi de naître là où il est né. Personne n'a choisi son patronyme. Personne n'a même choisi de naître. Donc que l'on se situe par rapport à l'individu en termes de ces choses dont il n'est pas responsable, je pense que c'est purement de l'arbitraire, c'est de l'injustice. Donc, dans l'ancien régime, dans le régime de la Révolution, c'est clair, l'ethnocentrisme avait fini par disparaître. Parce que le premier travail de la révolution guinéenne, après notre indépendance, c'était la création de la nation guinéenne. Parce que l'indépendance nous avait donné un État, mais pas une nation. Donc il fallait tout faire pour que cet État permette de créer la nation. Et sur le plan théorique, le président a constaté, a montré que les Occidentaux sont partis de la nation pour constituer l'État et que nous autres Africains, nous sommes obligés de partir de l'État pour construire la nation. Donc, le 14 mai, à mon humble avis, est une très grande date qui mérite d'être fêtée par tous les Guinéens qui restent attachés à la dignité de ce pays, qui restent attachés à la grandeur de ce pays, tout comme le président Ahmed Sékou Touré et ses illustres compagnons l'ont été. Alors, M. Condé, la lutte pour l'indépendance, c'était sous la bannière du PDG. Un mot là-dessus. Oui, la lutte pour l'indépendance, c'était sous la bannière du PDG. Mais il faut préciser que cette lutte pour l'indépendance n'a pas été une lutte au niveau seul de la Guinée. Déjà, le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons avaient à l'idée la formation des États-Unis d'Afrique. Ainsi, comme le président plusieurs fois a eu de souligner, la liberté de la Guinée, la libération de la Guinée doit être nécessairement la libération de l'Afrique. Et déjà, tous ces dirigeants percevaient la nécessité pour les différents partis politiques véritablement révolutionnaires, engagés donc dans la libération de l'Afrique, la nécessité
de se donner la main, la nécessité d'être solidaire d'abord pour conquérir l'indépendance et ensuite pour pouvoir développer le pays sur la base de la dignité, sur la base de la fierté nationale, sur la base de la grandeur. Et c'est dans ce sens que la constitution guinéenne de 1958 note, si j'ai bonne mémoire, à son article 34, que la République de Guinée est prête à céder, abandonner tout, en partie ou une partie de sa souveraineté au profit d'un ensemble continental plus vaste. Plus vaste, vous avez plus de mémoire que moi. Ouais, j'ai lu ça, c'est exact. Bon, et en dehors de ça, dans l'action concrète, vous avez vu que l'hymne national de la République de Guinée, c'est l'appel à l'Afrique, l'appel à l'unité africaine. Bon, tous ceux qui, à l'époque, avaient mon âge, savent que les chœurs, les ballets, les ensembles instrumentaux, c'était l'hymne à l'indépendance, l'hymne à l'Afrique. Et tous les Africains se souviendront qu'aux Nations Unies, quand le président Ahmed Sékou Touré y a été pour la première fois en tant que chef d'État de la Guinée, eh bien, son discours a été un discours pour l'Afrique, pour la libération du continent africain, pour la disparition de toute forme de domination sur le continent africain. Et dans une partie de son discours, il avait dit que l'indépendance de la République de Guinée sera indissociable de l'indépendance du continent africain et de la libération totale et inconditionnelle du continent africain. Absolument. Voilà ce qu'il a dit. Et après, il développait que la vérité que, bon, noir que je suis, tant que je verrai un frère noir, quel que soit son pays, en train d'être humilié, naturellement, je me sentirai humilié à travers lui. Donc, ma liberté, c'est la liberté de cet homme. Ma dignité, c'est la dignité de cet homme. Donc, c'est pas pour rien qu'on a lancé les mots d'unité nationale. Ça correspondait à un besoin réel. Et par rapport toujours à cette nécessité de s'unir, très tôt, le président Kwame Nkrumah, qui était un panafricaniste aussi, parce qu'il faut dire que tous les mouvements révolutionnaires de libération pour l'Afrique ont puisé largement dans le panafricanisme. Donc le président Kwame Nkrumah, qui était panafricaniste et qui avait ouvert la brèche dans la domination coloniale britannique au niveau du Ghana en 1957. Donc à partir de ce fond du panafricanisme, le président Nkrumah a été le premier État, le premier président à venir en aide à la Guinée. Bon, une aide qui a été très salutaire pour la Guinée et une aide venue par l'idée de cette solidarité, de cette indispensable solidarité. Et cette solidarité s'approfondissant a mis au monde, ou bien a donné naissance à l'Union Ghana-Guinée, qui plus tard a été élargie au Mali pour former l'Union Ghana-Guinée-Mali. Voilà, monsieur Condé, très bien. Et maintenant, puisque vous êtes éducateur de formation, nous allons vous demander votre avis sur l'éducation aujourd'hui en Guinée dans le cadre de l'enseignement. Pensez-vous aujourd'hui, monsieur Condé, que la véritable histoire de la Guinée est enseignée dans nos écoles, que l'histoire de la Guinée est-elle enseignée dans nos écoles? Et que pensez-vous de l'éducation du jeune Guinéen d'aujourd'hui? Dans certaines de nos déclarations, nous avons eu à dire que depuis le 3 avril, la classe politique, les intellectuels, à travers les écoles, ne font que noircir l'histoire de la Guinée. Et ce noircissement a pour conséquence de déracinement, plus particulièrement de la jeunesse guinéenne, déracinement historique, déracinement culturel, déracinement idéologique, déracinement moral même. Et si on prend le déracinement historique, alors que nous, de notre temps, on nous enseignait sur le plan de l'histoire et de façon générale sur le plan des sciences sociales, on nous enseignait les doctrines
de dignité, de personnalité à travers l'histoire des différents pays et surtout à travers l'histoire africaine. Depuis le 3 avril, le contenu des sciences sociales et plus particulièrement de l'histoire a été changé. Et on a présenté les libérateurs du continent comme étant des illuminés, comme étant des assoiffés de pouvoir. Et c'est à peine si on ne leur appliquait pas ce qu'on avait dit avant de nos héros qui se sont opposés vaillamment à la conquête coloniale. On se rappelle que les Bokar Biro, les Samori Touré, les Babemba ont été traités de royautelets sanguinaires qui passaient tout le temps à tuer leur propre peuple. Donc, à nos libérateurs, on a voulu appliquer la même logique en les traitant d'illuminés, de fous, de gens qui n'avaient pas les pieds sur terre et qui ont condamné leur peuple à la misère, à la souffrance. Donc, on a enseigné aux enfants que la révolution a été une mauvaise chose, qu'il ne fallait pas devenir indépendant, qu'il ne fallait pas devenir libre. Et ainsi, au lieu d'enseigner la vraie histoire de la libération de la Guinée, on déforme cette histoire. Et ça, ce n'est pas de l'intoxication? C'est de l'intoxication pure et simple. Parce là, il faut lâcher le mot. Absolument, non, c'est de l'intoxication, purement et simplement, et de l'aliénation même. Hein, il faut amener l'homme à raccrocher son essence à autre chose qu'à lui-même. Parce que c'est ça, l'aliénation. On s'extériorise. Donc, on rapproche à quelque chose qui vous est extérieur, votre développement, votre essence. L'aliénation, concrètement, c'est lorsque nous pensons que nous pouvons être heureux que dans la dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Alors que les Asiatiques se sont développés, pleinement développés par leur propre génie, en croyant d'abord à eux-mêmes. Vous croyez au génie de l'Africain, du Guinéen particulièrement? Je crois au génie de tout peuple. Dès qu'un peuple est libre de s'organiser, dès qu'un peuple est libre de vivre, naturellement, ce peuple-là va se développer. Parce qu'il trouvera toujours les ressources morales nécessaires, les ressources même physiques nécessaires pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'épanouir. Dans la dépendance, on ne peut jamais se développer. Les preuves sont là depuis le 3 avril 1984. Alors qu'universellement, on reconnaît que le développement, c'est d'abord le développement industriel. Donc, à partir du 3 avril 1984, on a détruit toutes les unités industrielles qui existaient. Et c'est dans la logique du capitalisme. Il ne faut pas plusieurs producteurs sur le marché. Il faut qu'ils se réservent l'exclusivité de la production. Nous autres, nous devons être des acheteurs, des consommateurs. Donc, on a détruit toutes nos usines. L'assise industrielle du pays a été totalement détruite. Bon. Et comment nous avons dû construire ces usines-là? Sur quelle base? Sur l'idée de notre pleine responsabilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'histoire. C'est parce que nous étions dignes, parce que nous étions libres que nous avons réalisé ces usines. Nous étions dignes, nous étions libres. Vous n'allez pas vous laisser achever votre phrase parce que vous, étudiant déjà, vous avez été en prison. Vous êtes parti au Kambaro en tant qu'étudiant déjà. Oui, ça, ce sont des parcours qui n'ont rien à voir avec l'histoire du pays. Bon. Moi, les faits individuels, je ne les confonds jamais avec l'histoire générale. Bon, chacun a son destin. Et j'ai été au Kambaro, je m'en suis expliqué, mais finalement, c'est la révolution qui avait raison. C'est le président Mesekou Touré qui avait raison. Je m'en suis expliqué avec le président Mesekou Touré. Et ce que certains appellent chez moi le syndrome de Stockholm, à savoir que je loue la personne même qui... Non, moi je ne vois pas les choses dans ce sens-là. D'abord, en tant que croyant, je me dis qu'on ne fait jamais qu'obéir à son destin. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, finalement, l'expérience du Kambaro m'a beaucoup servi. Avant d'aller au Kambaro, moi j'étais fougueux. Et la fougue, parfois, ne permet pas l'analyse totale, l'analyse complète. Bon, de toutes les façons, l'expérience du Kambaro m'a permis d'avoir les pieds plus à terre encore. Et de toutes les façons, la souffrance grandit l'homme. Après la souffrance, on n'est plus le même homme qu'avant. Bon, donc, je ne confonds pas l'expérience personnelle qu'on peut avoir à vivre, que cette expérience soit heureuse ou malheureuse. Je ne confonds pas donc cette expérience avec le devenir de tout un peuple. D'accord. Donc je n'ai absolument aucune haine contre quelque régime que ce soit.
si je devrais avoir la haine, j'ai subi un traitement encore plus dur du temps de la Deuxième République. J'étais le premier arrêté dans l'affaire Diarra. Moi, on m'a arrêté dès le 3 juillet. Et j'ai trouvé cela vraiment très, très dégradant. En même temps qu'on parlait de droits de l'homme, moi, on m'a enfermé dans une toilette où ça puait l'urine, où il y avait l'urine. L'urine me tenait jusqu'à la plante du pied. Et j'ai passé la nuit dans ça. Mais ma famille le sait, mes amis le savent, quand je suis sorti de prison, j'étais tout galeux. Mais vous vous imaginez l'humiliation que cela fait, enfermer un être humain dans une salle de toilette, ou en tout cas là où il y a de l'urine. Même la prison d'Abu Ghraib, ou bien Diego Garcia, ou ailleurs, eh bien, on ne fait pas des choses comme ça. Bon, mais ça ne m'a laissé absolument aucune haine, parce que je me dis qu'en fin de compte, on ne fait jamais qu'obéir à son destin. On ne fait jamais qu'obéir à son destin. Le destin suit son nom, hein, si je vous comprends bien. Absolument, absolument. Alors, par rapport à l'éducation, justement, par rapport à donc par rapport à l'éducation, on a déformé la jeunesse guinéenne, on a déraciné la jeunesse guinéenne sur le plan historique. Parce que, normalement, on devrait cultiver la chose nécessaire à tout peuple. La chose nécessaire à tout peuple, c'est le sens de la dignité, le sens de la liberté, à un mot, le patriotisme. Mais quand vous noircissez le passé de l'individu, eh bien, vous le déracinez purement et simplement. Comme le disent certains penseurs, comme l'a dit un grand penseur, que celui qui ne se croit pas devoir à un passé de grandeur et de dignité ne peut s'imposer ni un présent, ni un futur de grandeur et de dignité. C'est ce que nous observons au niveau de notre jeunesse aujourd'hui. Est-ce que la jeunesse croit à la grandeur? Est-ce que la jeunesse croit à la dignité qui voudrait d'abord qu'on se respecte? Monsieur Condé, laissez-moi vous interrompre. Vous dites maintenant que la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse pratiquement sans idéal. C'est une jeunesse sans idéal, c'est de la démagogie. Moi, je ne sais pas de cette jeunesse et des partis politiques qui trompent qui. Parce que lors des campagnes, vous voyez ces jeunes-là, on leur donne 5 000 francs et ils portent le t-shirt. Et comme ils le disent, on va faire le Nyarimaka de tel parti. Bon, alors, ils rentrent, c'est un autre parti, peut-être le parti adverse, qui leur donne aussi 5 000 francs et puis ils portent le t-shirt de ce parti. Et ensuite, c'est la mamaya. Alors finalement, où est la conscience politique? C'est pourquoi je me dis que les partis politiques ont beaucoup plus formé des fanatiques que des militants. Et cette jeunesse, qu'est-ce qu'on lui présente en réalité comme valeur? Mais si la jeunesse est dévoyée, c'est par nous, les adultes. Qui nous? Nous, les adultes, dans l'ensemble. Ceux qui procèdent à ça de façon ouverte, ceux qui devraient lutter contre ça, mais qui ne le font pas. Parce que il faut le reconnaître, la démagogie est dominante dans le pays. Nombreux sont les gens qui se retiennent de lutter avec l'idée, si je ne me fais pas bien voir du pouvoir, je n'aurai pas de place. Bon, alors ça, c'est la démission face à l'histoire. Il faut assumer son devoir face à l'histoire. Donc, l'éducation, aujourd'hui, c'est le déracinement. Le déracinement historique, le déracinement social, le déracinement idéologique, le déracinement culturel. Déracinement culturel, on le sent. Est-ce que on va dire que c'est de la nostalgie ou bien c'est du passéisme? Mais moi, je crois que la danse de la Guinée, la vraie danse de la Guinée, c'est le Yangadi en Basse-Guinée, avec ses différentes variantes. C'est le Tufu-Sefe au Fouta. C'est la danse du Numba et du Dia en Haute-Guinée. Et je ne connais pas très bien le nom des danses de la forêt. Mais aujourd'hui, les cris qu'il y a, vraiment, moi, je ne comprends pas. Ce n'est même pas de la musique. Parce que la musique, c'est l'art de produire des sons agréables à l'oreille. Et aujourd'hui, c'est des cris que l'on pousse. Et puis, je ne sais pas comment c'est la danse. Bon, sur le plan de l'habillement, bon, nos jeunes ne s'habillent plus comme ce n'est même plus l'habillement décent. Bon, tout ça parce que nous sommes tentés de copier sur l'Occident. Nos jeunes tentent sur l'Occident parce que nous, les anciens, nous leur avons montré que le modèle, c'est l'Occident.
c'est l'Occident. Ça, ce n'est pas enterrer ses propres valeurs culturelles, c'est ce que vous dites? C'est justement ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons depuis le 3 avril 84. Hein? C'est ce que nous faisons depuis le 3 avril 84 et ici, il faut que je tire le chapeau à votre émission. Comment ça s'appelle déjà? Rétroviseur. Voilà, rétroviseur, hein, qui fait passer les morceaux d'antan de notre jeunesse et qui les explique aux jeunes. Bon, et cette émission, mine de rien, cultive le sens du patriotisme chez le Guinéen, le sens de l'honneur chez le Guinéen. Et des jeunes qui écoutent cette émission m'ont confié qu'eux, ils ne savaient pas que la Guinée était aussi riche que ça, sur le plan culturel. Donc c'est le déracinement culturel, le déracinement social, le déracinement idéologique, le déracinement sur le plan de l'histoire. C'est le malheur de notre jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure de militants et de fanatiques. Alors, pour l'homme de la rue, un militant c'est quoi? Un fanatique c'est quoi? Puisque vous êtes professeur de sociologie, j'aimerais que vous donniez la précision avec le fanatique, c'est l'homme qui s'attache avec violence, mais une violence déterminée à une idée ou à un homme. Le fanatisme, c'est l'attachement acharné, l'attachement violent, l'attachement aveuglé ou à une personne ou à une idée. Alors que le militantisme, c'est l'attachement conscient, l'attachement justifié à une cause, la lutte organisée, la lutte consciente pour l'aboutissement de cette cause. Donc, le fanatique est naturellement violent. Le militant n'est pas du tout violent. Le militant cherche à convaincre. Il a un argumentaire qu'il déploie. Le militant a un certain sens de l'humain. Le fanatique pense plutôt détruire celui qui n'est pas fanatique comme lui. Alors, dans votre parti, vous avez des militants à vous ou alors des fanatiques? Votre parti à vous? Moi, mon parti forme plutôt des militants. Ce n'est pas pour jeter la fleur à mon parti. Nous ne tenons jamais le langage de l'ethnocentrisme dans notre parti. Nous bannissons ce langage. Le langage de la haine, nous le bannissons également. Le langage de toute forme d'exclusion, nous bannissons ce langage. Pour nous, la Guinée est une et indivisible. C'est pour cette raison que mon parti est membre d'une coalition qui s'appelle la Guinée une et indivisible. Et nous nous battons dans ce sens pour que la Guinée reste une et indivisible. Monsieur Condé, je vais donner 3 qualificatifs par rapport auxquels vous allez porter votre jugement sur la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui. La jeunesse guinéenne d'aujourd'hui est-elle intoxiquée, irresponsable ou manipulée? Bon, je pense que tous les 3 qualificatifs valent. Hein? L'un relaie l'autre. Bon, donc, c'est une jeunesse intoxiquée. Et qu'est-ce qui l'intoxique? C'est la manipulation qui fait qu'on intoxique la jeunesse. Donc, c'est une jeunesse intoxiquée par la manipulation, donc une jeunesse manipulée. Et le 3e adjectif, c'est? J'ai dit intoxiqué, ouais. J'ai dit manipulé et irresponsable. Bon, et tout conduit à l'irresponsabilisation de la jeunesse. Donc, on intoxique pour les besoins de la manipulation. La manipulation, c'est pour rendre les jeunes irresponsables. Donc, moi, je mets une liaison et je pense que c'est cette liaison que vous faites vous-même entre les 3 idées. Alors, M. Condé, on va parler d'autres choses tout à l'heure, mais peut-être avant d'aller sur un autre aspect concernant justement l'organisation de l'unité africaine, parce qu'on est dans la semaine de l'OUA, de l'Union africaine, si je puis le dire autrement. Et après vous, l'université guinéenne a donné des produits qui sont allés jusqu'aux instances nationales, telles le comité national de la GRDA, où on a vu Koumba Diakité trôner pratiquement en princesse absolue. On a vu Dene Saran Kamara et bien d'autres avant cela. Il y avait eu Thérèse Guido-Nyepoukouroma également. Et les femmes ont joué un poids important justement dans l'organisation de la jeunesse. Alors qu'attendez-vous des femmes guinéennes d'aujourd'hui pour aider à contribuer davantage à l'éducation de la jeunesse? Parce que une jeunesse
qui n'est pas éduquée est une jeunesse compromise à terme? Moi, je voudrais que, de façon générale, les femmes se mettent à l'abri du fanatisme qui caractérise les partis politiques. La femme ne doit pas être ethnocentrique. La femme, moi je la mets nettement au-dessus de l'homme, dans le rang de la création, par Dieu. Donc la femme est la mère de tout le monde. Tout le monde est le fils de la femme. Tout le monde est le frère de la femme. Donc moi je voudrais que les femmes guinéennes ne se mettent à l'enseigne d'aucun parti politique. Que ces femmes se mettent à l'enseigne du seul parti politique qui vaille, le parti politique de l'unité nationale, le parti politique de Dieu. Parce que tous les musulmans savent que le dernier sermon même du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, le dernier sermon de notre prophète condamne l'ethnocentrisme, condamne toute distinction arbitraire entre musulmans, en dehors du fait que le non-musulman ne doit pas être mis à la même enseigne que le musulman, mais pour autant, le non-musulman reste un homme à qui il faut le respect que l'on doit à l'homme, créature de Dieu. Donc, je pense que les femmes accompliront leur devoir patriotique mieux en se mettant en dehors du jeu politique qu'en restant dans le jeu politique. Parce que les partis politiques, c'est évident, sont venus diviser le pays, dresser entre nous des barrières qu'il ne faut pas. En 84, que je le disais tantôt, la Guinée était vraiment une. Bon, on s'est marié, moi je ne me suis jamais marié dans mon ethnie, je me suis marié ailleurs, il n'y avait pas de problème. Bon, et ensuite, on était heureux. Nous, comme on le disait, l'amour est resté aveugle pour nous. Mais aujourd'hui, je crois que l'amour a les yeux ouverts. Monsieur Condé. Ouvert sur l'argent, ouvert sur l'ethnie. Bon, donc, c'est pour dire que dès que l'amour est intéressé, il cesse d'être l'amour. Alors, puisque vous êtes un pur produit de l'école guinéenne, est-ce que je peux savoir quel était votre meilleur ami dans votre parcours universitaire? Mon meilleur ami, bon, d'abord à l'école normale de Kindia, c'était Maoud Touré. Il est de Kindia. Il est revenu, il était parti au Gabon. Il est revenu. Dès son retour, la première personne qu'il a cherché à contacter, c'était son ami Ismaël Condé. On s'est séparés en 1963. Bon, à l'université, mon grand ami, c'était Aboulaye Diallo, paix à son âme. Il est de Télémélé, c'est le grand frère de Kodjougou Diallo. Qui était lui-même professeur à l'université, Kodjougou? Non, de Baïlo Diallo, qui était secrétaire général au ministère de l'administration du territoire. Ah, c'est plus le chef de canton, je crois. Voilà, c'était mon confident, c'était mon grand ami, bien que au dortoir, je partageais la cabine avec Elhaj Kaba, qui est mon voisin, et avec Elhaj Lamine Camara d'ICAPI. Ah, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Mais c'est un peu votre grand frère, hein, parce qu'il est de la promotion d'Enim. Oui, on est camarades de promotion, mais lui, il a fait lettres. Et en faisant lettres, il y a eu la possibilité de doubler des certificats. Bon, nous qui avons fait sciences sociales, la structure des licences était telle qu'on ne pouvait pas rattraper un an. Donc c'est comme ça que Lamine a pris un an d'avance sur nous, bien que nous soyons des camarades de promotion. D'accord. Et pour ce qui est finalement de la jeunesse guinéenne aujourd'hui, bon, la jeunesse guinéenne, il y a un peu de violence. Quand vous prenez, je voudrais que vous parliez un peu de la violence au niveau des jeunes avant qu'on ne parle de notre aspect. Aujourd'hui, les jeunes se manifestent par des actes de violence, par des actes de destruction, je dirais, du patrimoine national. Parce qu'un jeune d'aujourd'hui, ça ne lui coûte rien de brûler des pneus sur un axe n'importe lequel, mais il ne cherche pas à savoir combien de francs guinéens coûterait par exemple 1 kilomètre de goudron. Ce que la jeunesse guinéenne est à prendre en pitié, c'est une jeunesse qui vit un profond drame, le drame du chômage,
le chômage qui plonge dans le désespoir, le chômage qui fait broyer des idées noires. Bon, tout cela est à attribuer au choix politique de 1984. Le capitalisme, c'est les mêmes réalités partout. En France, le Paris Saint-Germain, l'équipe Paris Saint-Germain qui a voulu fêter sa victoire le dimanche dernier, ça a abouti à quoi? C'était des casses. Des casses sur les Champs-Élysées. Et on a même entendu les jeunes là chanter « On va vous mettre le feu, on va vous mettre le feu ». Bon, alors, et si vous suivez très bien aussi certaines chaînes de télévision au Portugal et en Espagne, ce sont les mêmes problèmes des jeunes. C'est lié à la nature du régime. Et pour ne pas aller loin que ça, prenons la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est un pays qui est en guerre depuis un certain temps. Mais le Sénégal, tout près de nous, il y a 2 ans, c'était des mouvements de violence au niveau de la jeunesse. Si bien que notre jeunesse qui est abandonnée à elle-même, parce que la vérité c'est ça, on ne propose absolument rien aux jeunes, sinon que l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est d'abord les idées qui font l'homme. La politique a montré à la jeunesse qu'il fallait être démagogue. La politique a montré à la jeunesse que l'effort n'est pas toujours payant. Donc nos jeunes vivent dans ce désespoir, le désespoir du chômage. Et ils ne voient aucun horizon devant eux. C'est pour cette raison que dès qu'il y a une manifestation, eh bien, chômeurs de longue durée qu'ils sont, avec des besoins concrets, et comme on le dit, le congrès et le besoin est envahissant. Donc le besoin est aveugle en ce qui concerne la recherche de sa satisfaction. Autrement dit, le besoin est agressif. Donc ces jeunes, voyant à travers les manifestations, les occasions de pouvoir s'enrichir, en tout cas avoir les choses, parce que les mouvements de foule garantissent l'impunité, en tout cas la culpabilité dans la foule n'est pas immédiatement établie. Donc les jeunes, pour ce petit instant d'avoir des boîtes de mayonnaise, parce qu'on a vu ça, pour cet instant d'avoir des téléphones ou autre chose, eh bien, les jeunes s'adonnent à la violence. Et ça ne peut que se produire partout, étant donné que la jeunesse semble abandonnée à elle-même. Il n'y a pas de perspective. C'est une jeunesse désespérée. Et le désespoir conduit à tout. Donc, vous étiez en Guinée ici, vous êtes d'un certain âge, du temps de la Révolution. On ne pouvait pas penser à ça. Ça, c'était exclu. Oui. Le jeune était encadré de telle manière qu'il n'était pas du tout possible. Il était directeur d'établissement. Le 2 octobre, le lycée d'Issinport. Mais les enfants, on les prenait. Il y avait les activités artistiques, les activités sportives, et au niveau de leur quartier également, ils étaient pris, ils avaient un emploi du temps. Ils étaient membres de la troupe du PRL, ils étaient membres de l'équipe du PRL. Il y en a qui avaient la chance, parce que c'était une chance, d'appartenir à la troupe fédérale et à l'équipe fédérale. Donc la jeunesse était occupée et chacun savait qu'il avait une place. Aux répétitions, par exemple, de théâtre. On ne peut pas ne pas être présent, parce qu'on sait qu'on doit jouer tel rôle. Bon, donc, la jeunesse était encadrée et la jeunesse espérait. Ceux qui voulaient s'adonner à la politique se disaient, bon, je vais devenir responsable de quartier, après mon quartier, je peux monter au comité directeur, après le comité directeur, je peux monter à la fédération, et à partir de la fédération, je peux être ou gouverneur, ou ambassadeur, ou je peux même monter au bureau politique national. Donc, l'espoir était là pour ceux qui se destinaient à la politique. Pour ceux qui se destinaient également à la culture, par exemple au théâtre, eh bien, je suis membre de la troupe du PRL. Bon, je m'agite très bien, je danse bien ou bien je chante bien. J'ai des chances d'être recruté au niveau de la section.
Et à partir de la section, je peux monter au bureau fédéral, troupe fédérale. Et à partir de la troupe fédérale, je peux avoir accès ou à un orchestre national. C'est le cas des Bambinos qui ont été recrutés à partir de Sigri. Et puis quel autre chanteur encore? C'est plein. Tous les chanteurs là sont venus de l'intérieur. De l'intérieur, tous les grands chanteurs là. Bon, et ceux qui se dessinaient, et enfin ceux qui étaient dans les ballets aussi, eh bien, les ballets ont été constitués comme ça. C'était les meilleurs qu'on prenait parce qu'on les avait remarqués lors des festivals. Donc la jeunesse avait été occupée et la jeunesse avait de l'espoir dans tous les domaines. Bon, et puis à l'école, ce n'était pas la discrimination, ce n'était pas l'argent. Tout était gratuit à l'école. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté, l'école est payante. Au nom de la démocratie, les enfants sont préparés pour aller chômer. Et surtout, l'école n'est pas en adéquation avec la société, avec les besoins de la société. Si du temps de la Révolution, il n'y avait pas de chômage, c'est parce que, comme le président l'a dit, c'était l'école dans la vie, l'école pour la vie. Donc, on donnait à l'enfant un métier dont la société avait besoin. Qu'il travaille dans l'administration ou qu'il ne travaille pas dans l'administration, il a un métier, un savoir-faire qui peut lui permettre de vivre parce que ce savoir-faire l'insère directement dans la production, l'insère directement dans la société. Aujourd'hui, au niveau de l'université, moi, quand j'entends parler de droit des affaires, bon, puis diplomatie, tout le monde peut être diplomate, et puis droit des affaires. Il y a combien d'affaires? Alors, je crois que l'éducation n'est pas adaptée aux besoins réels du pays. Nous avons adapté, je dis nous, je crois que c'est un peu grandiloquent pour moi, c'est un peu ambitieux pour moi, parce que je m'identifie aux dirigeants du PDG. Bon, mais comme j'ai fait partie tout de même de la superstructure de la Révolution, je dis nous, comme en excuse. Bon. Et la Révolution, donc, a fait correspondre l'éducation exactement aux besoins du pays. Tous les métiers que l'on développait à l'école sont des métiers qui ne pouvaient que servir le pays. Ainsi, la priorité à l'agriculture, à l'élevage, tout ce qui est domaine de production direct. Dans un pays en voie de développement, le premier problème à résoudre, c'est le problème de la nourriture. Donc, pourquoi ne pas envoyer le maximum de cadres dans ce sens-là? Donc, du temps de la Révolution, le chômage était évité, tout simplement parce que l'éducation était au service du peuple, à travers les besoins réels du peuple. L'éducation au service du peuple à travers les besoins réels du peuple. Alors nous allons prendre l'autre aspect de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Union africaine, de l'organisation de l'unité africaine. Vous savez que le 25 mai, ce sera la date anniversaire de l'organisation de l'unité africaine. Alors, à la création de l'OUA, ils étaient 32 chefs d'État qui avaient signé donc la charte constitutive de cette organisation. Et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui s'est libérée du joug colonial. Et nous, de l'organisation de l'unité africaine, on est passé à l'Union africaine, même si quelque chose patine encore dans la construction effective de cette Union africaine. Vous êtes professeur de sociologie et d'histoire, donc vous êtes bien dans votre domaine si je vous pose cette question. Oui, merci beaucoup. Et à propos de l'OUA devenue après Union africaine, il faut que je commence par rappeler ce que chacun sait déjà, parce que je crois que des spots publicitaires sont passés là-dessus. C'est que les autorités ont décidé de faire de la célébration du cinquantenaire de la création de l'OUA l'occasion de glorifier le peuple de Guinée à travers sa contribution à la création de l'OUA. Donc cette glorification qui ne peut pas se faire sans la glorification du président Ahmed Sékou Touré. Et le 13 dernier, j'étais aux affaires étrangères pour participer au travail d'une commission mise en place pour la commémoration de ce cinquantenaire. C'est le ministre Fall
en personne qui est venu présider cette réunion et il a eu à préciser la détermination du gouvernement de faire du cinquantenaire de l'OUA une véritable occasion pas de l'encensement, mais de la restitution à la Guinée de sa personnalité sur le plan africain et de façon générale sur le plan mondial, à travers la contribution de choix que la Guinée, par l'intermédiaire de la révolution guinéenne conduite par le président Sékou Touré, a apporté à l'OUA. Quand le 13, donc à cette réunion, j'ai entendu le ministre parler, je me suis rappelé une citation de Shakespeare. Shakespeare dit, citation, que la vérité triomphe toujours, mais sa victoire est difficile. Étant d'essence divine, comme les princesses divines de l'Antiquité, elle prend son temps, tout son temps. Le temps des dieux n'est pas le temps des hommes. Donc, monothéiste que je suis, je dis que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Bien avant aujourd'hui, nous qui sommes restés fidèles à la Révolution, nous étions meurtris de constater qu'on ne reconnaissait pas au président Sékou Touré tout son mérite, on ne reconnaissait pas à la Révolution guinéenne tout son mérite. Aujourd'hui, que l'on en vienne à cette idée, eh bien, ça ne peut que réconforter, ça ne peut que faire la joie, la profonde satisfaction de tous les Guinéens qui, comme ma modeste personne, sont restés attachés à l'idéal de la liberté, de la dignité pour le continent africain. Et j'étais si heureux d'entendre le ministre Fall que, réagissant à son discours, et c'était vrai ce que j'ai dit que je me sentais sous la pression de la vérité qui dit que les vives émotions, les émotions profondes sont muettes. Bon, donc, pour aborder cette question, il faut retenir que la lutte pour l'indépendance de la Guinée est allée de pair avec la lutte pour la liberté de l'Afrique. Quand le RDA a été constitué en 1946 et les statuts de 1946 du RDA, Rassemblement démocratique africain, l'attestent, c'était pour la libération du continent africain. On se rappelle qu'on venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu la participation aux côtés des troupes françaises, des troupes africaines. Les troupes africaines dont la contribution à la guerre, dont l'effort à la guerre a été essentiel dans la victoire de la France. Et la Deuxième Guerre mondiale avait enseigné aussi l'évidence qu'un peuple sans liberté n'en est pas un. Un peuple qui n'a pas sa dignité, un peuple qui est sous domination, n'est pas du tout un peuple. Donc, le RDA, en 1946, dans les statuts de sa création, c'était pour la libération de l'Afrique. Et ainsi, le RDA a connu de grands panafricanistes, de grands révolutionnaires, comme Wédem Coulibaly, qui est resté un grand ami du président Ahmed Sékou Touré. Bon, et le RDA a connu au niveau du Niger, par exemple, Bakary Djibo, qui était également un grand révolutionnaire. Il est resté longtemps en Guinée. Bon, il est resté longtemps en Guinée. Et c'est parce que, je vais en venir tout à l'heure, la Guinée, c'était d'abord l'indépendance de l'Afrique. C'est pourquoi tous ceux qui se battaient pour l'indépendance de leur pays et qui étaient reprimés dans leur propre pays par la France, par le néocolonialisme français, ont trouvé refuge en Guinée ici, ont trouvé exil en Guinée ici, protection en Guinée ici. Bon. Donc, le RDA a été créé pour la libération de l'Afrique. Mais, bon, chemin faisant, au fil du combat, il y a eu des abandons de cette ligne. Seule la Guinée et d'autres pays, en tout cas principalement la Guinée, est restée fidèle à la ligne de la libération de l'Afrique. La ligne de libération de l'Afrique, la Guinée est restée fidèle à la ligne de libération de l'Afrique. Et le président Sékou Touré n'a jamais eu de compromission par rapport à cette ligne. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'en 1958, la Guinée est devenue indépendante, alors que
les autres colonies, sous la pulsion du président du RDA, à l'époque, le président Houphouët-Boigny, les autres colonies avaient plutôt voté le oui. Et on explique très très mal l'indépendance guinéenne. Et moi, ça me fait du mal, ça. On explique très mal. Quand j'entends des jeunes dire qu'il ne fallait pas être indépendant, que c'est l'indépendance qui nous a mis dans la merde, c'est extraordinaire. Voilà, M. Condé, ce sera justement le sujet du prochain numéro de Gros Plan, cette mauvaise explication de l'indépendance guinéenne à laquelle vous allez répondre. Ça me fera bien plaisir parce que c'est le point de départ de tout. Très bien. Il faut convaincre les jeunes de la nécessité pour un peuple d'être libre, d'être digne. En dehors de la liberté, il n'y a pas de chemin. Je vais vous le dire, il y a un Américain, David Landers, reconnu comme étant une sommité de la pensée économique moderne, qui dit que le secret du développement, c'est d'abord les facteurs internes au pays, que l'aide extérieure peut être, ne doit être considérée que comme complémentaire, parce que cette aide extérieure peut intoxiquer les esprits, comme c'est le cas en Guinée ici, et mettre dans la tête des gens que sans l'extérieur, on ne peut rien être. Voilà, M. Condé, je vous remercie d'être venu à ce premier numéro de Gros Plan. Nous continuerons la semaine prochaine, Inch'Allah, avec l'espoir que la santé vous tiendra davantage et que nous aurons la possibilité de nous exprimer longuement sur certains problèmes, je l'ai dit, d'ordre généraux et bien d'autres choses encore. Merci. Encore une fois, je vous remercie d'être venu ici au groupe Évasion pour Gros Plan. Merci bien, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d'être restés en notre compagnie. L'invité d'aujourd'hui était M. Ismaël Condé, professeur de sociologie et d'histoire, qui reviendra bien sûr encore une fois sur ce plateau et passer de très bons moments en compagnie du groupe Évasion.